Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans l'analyse d'un portrait politique assez, enfin, assez percutant. Oui, bonjour. Un portrait qui ne mâche pas ses mots, on peut dire. C'est ça. Il s'agit de Jean de Dieu Momo, une figure politique camerounaise, tel qu'il est dépeint dans un texte particulièrement critique qu'on a examiné. Tout à fait. Et d'entrée de jeu, ce texte le présente comme un homme qui, je cite, se rêvait grand, mais que l'histoire, selon l'auteur, risquerait de classer parmi les figurants. Hmm. Ça pose le décor immédiatement. Une ambition déçue, en quelque sorte. Exactement. Alors, soyons très clairs, notre seule source ici, c'est ce document intitulé Jean de Dieu Momo, le bouffon d'État. Oui, le titre est déjà assez évocateur. Voilà. Et notre objectif, ce n'est absolument pas de juger l'homme politique, ni de vérifier si ce qui est dit est vrai ou faux. Non, non. Non, notre travail ici, c'est de décortiquer ce texte, de comprendre comment ce portrait est construit, quelle est la perspective de l'auteur, quels arguments il utilise. Quel ton il emploie? Bref, analyser la fabrication de cette image critique, uniquement à partir de ce document précis. C'est exactement ça. Une analyse de discours, en quelque sorte. Tout à fait. Alors, pour faire ça, on va suivre un peu le fil du texte. On va commencer par le contraste que la source établit entre ses débuts et son rôle actuel. Mhm. Ensuite, on regardera son style de communication, sa rhétorique, toujours selon ce texte. D'accord. Puis, on verra qui sont les cibles de ses critiques, d'après ce document, et comment la source y répond. La contre-argumentation, oui. Et enfin, on abordera l'évaluation finale, qui est particulièrement acerbe, on va le voir. On s'en doute un peu vu le titre. Oui, prêt à trop, mais allons-y, explorons ensemble ce document. C'est parti. Alors, commençons par le début, justement. Les débuts de Jean de Dieu Momo et le revirement que la source décrit. Le texte rappelle qu'il était avocat. Oui, sa profession d'origine. Et il le peint à cette époque comme quelqu'un qui, et là je cite, parlait haut, il dénonçait, il se voulait défenseur des faibles. L'image classique de l'avocat engagé est presque. Une voix critique face au pouvoir. C'est ça. Une posture assez, disons, potentiellement opposante, ou du moins critique. Et c'est souvent un point de départ utilisé dans les critiques politiques, non? Montrer d'où vient la personne. Exactement. C'est le fameux avant-après. Ça permet de souligner le contraste, la rupture. C'est une technique narrative très efficace pour la critique. Et donc cet avant ne dure pas, selon le texte. Non, c'est ce que la source affirme. Elle dit, je cite encore, « Très vite, le système l'a happé ». AP, le mot est fort, non? Ça suggère quoi? Une perte de contrôle? Oui, c'est une image intéressante. Ça suggère une force extérieure, le système, qui l'aurait comme absorbé, presque contre sa volonté initiale, ou en tout cas en la neutralisant. Ce n'est pas présenté comme un simple changement d'avis. D'accord, plutôt une capture donc. C'est l'idée que le texte véhicule. Et il développe ça de façon très directe. L'argument central, c'est que, nouvelle citation, au lieu de combattre la dictature, il s'est couché à ses pieds. Ah oui, là c'est brutal comme image. Très brutal. Se coucher aux pieds, ça évoque vraiment une soumission totale, une abdication des idéaux de départ. La source ne fait pas dans la nuance ici. Clairement pas. Et la conclusion qu'elle en tire, c'est que Momo serait devenu, je cite, « un porte-voix fatigué d'un régime épuisé ». Fatigué et épuisé. Il y a une idée de fin de cycle là? Oui, fatigué pour le porte-voix, suggérant peut-être un manque de conviction, un rôle joué sans énergie, et épuisé pour le régime lui-même, que la source juge moribond. Donc ce basculement, c'est vraiment le pivot de l'argumentation de départ. Critique devenu porte-voix fatigué. Alors comment le texte détaille ce rôle actuel de porte-voix? Eh bien, le document décrit ce rôle en 3 points principaux, toujours avec un regard très critique, bien sûr. Oui, Premièrement, sa fonction serait de chanter des louanges à un pouvoir moribond, donc la flatterie systématique envers un système jugé en fin de vie. d'accord. Louange. Deuxièmement, il s'agirait de maquiller les plaies béantes d'un État en faillite. Là, on passe de la flatterie à la dissimulation, cacher la réalité, embellir une situation jugée désastreuse. Ok, maquillage. Et troisièmement, un aspect plus offensif. Son rôle serait d'insulter tous ceux qui osent dire que le roi est nu, attaquer les critiques pour protéger le pouvoir. Louange, maquillage, insulte. Le portrait est assez sombre. Et sur la forme, la manière de communiquer, le texte s'y attarde? Ah oui, énormément. C'est un point central de la critique. Le texte analyse, ou plutôt démolit, ce qu'il présente comme le style de Jean de Dieu Momo. D'accord, et qu'est-ce qu'il en dit? Il parle de sermons interminables,
Ça suggère une longueur, peut-être un ton moralisateur jugé déplacé. Hmm. Et surtout, la critique porte sur l'usage de ce que la source appelle des métaphores grotesques et des comparaisons absurdes. Grotesque et absurde. Ce sont des jugements forts. Est-ce qu'il y a des exemples dans le texte? Oui, heureusement, parce que sinon, ça resterait abstrait. Par exemple, la source mentionne le fait de comparer l'État à une mère nourricière. Ah oui? Une image que l'auteur juge paternaliste, infantilisante, ou encore cette idée que le Cameroun disputerait une Coupe du Monde du développement. Une coupe du monde, du développement. Voilà, une comparaison sportive que la source trouve complètement décalée par rapport à la réalité sociale et économique qu'elle décrit. Le texte se moque un peu de ces figures de style. D'accord. Et la conclusion de la source sur cet usage d'images? Elle est cinglante. Elle est résumée dans cette phrase. Toujours des images, jamais des solutions. Toujours des paraboles, jamais du concret. Ah, c'est direct. Oui. L'accusation, c'est que non seulement le style serait inapproprié, grotesque, absurde, mais surtout qu'il masquerait une absence totale de contenu, de proposition, une sorte d'écran de fumée rhétorique. C'est intéressant comme critique. Le rôle de défenseur du statu quo serait servi par un outil, la rhétorique jugée vide. C'est exactement ça. La forme sans le fond, en gros. Et le texte va plus loin, je crois. Il mentionne la justification que Momo donnerait à son action, non? Le patriotisme. Tout à fait. C'est un point clé. Le document dit que la justification avancée serait le patriotisme, sauf que la source, elle, rejette ça en bloc. Comment? Pour l'auteur de ce texte, ce ne serait qu'une soumission maquillée. Et cette opposition frontale entre patriotisme, la justification affichée, et soumission maquillée, l'interprétation critique, est vraiment au cœur du portrait. Donc, une accusation de détournement du mot patriotisme. Oui, comme si le langage patriotique était utilisé pour déguiser une réalité moins noble. L'alignement, peut-être par intérêt, peut-être par faiblesse. Une manipulation du langage, selon la source. Cette tension entre le mot et la chose, c'est puissant comme critique. Alors, si ce discours est jugé vide et manipulateur, à qui s'adresse-t-il? Enfin, contre qui? Le texte identifie des cibles précises. Oui, logiquement. Si son rôle est de défendre le régime en attaquant les critiques, il faut bien nommer ces critiques. Selon la source, Momo s'en prendrait à 3 groupes principaux. Lesquels? D'abord, la diaspora camerounaise. Elle serait accusée d'ingratitude. Le discours serait « vous êtes parti, vous critiquez de loin, mais vous oubliez ce que le pays vous a donné ». Un moyen classique de délégitimer la critique externe. D'accord. La diaspora. Et ensuite? Ensuite, les opposants politiques restés au pays. Eux, ils seraient systématiquement taxés de haine et de trahison. Là, le but présumé est de les disqualifier moralement, de dire qu'ils sont juste animés par des sentiments négatifs. Haine et trahison? Et le troisième groupe? Alors là, c'est peut-être plus surprenant, le peuple lui-même. Selon la source, il serait culpabilisé pour sa misère. Ah bon? Comment ça? L'idée serait de sous-entendre que si les gens souffrent, c'est un peu de leur faute. Manque d'effort, manque de patriotisme. Ça permettrait de détourner la responsabilité du pouvoir. Diaspora ingrate, opposant haineux, peuple coupable? La stratégie décrite par la source semble être de rejeter la faute sur les autres. C'est exactement l'interprétation du texte. Et la source, elle fait quoi? Elle rapporte juste ces accusations? Non, pas du tout. Elle contre-attaque très fort. Elle utilise une série de questions rhétoriques très accusatrices, dirigées implicitement contre le pouvoir et ses soutiens. Ah oui, par exemple? Je cite ces questions du texte. Mais qui a poussé les jeunes à l'exil? Qui a brisé les rêves? Qui a transformé le pays en cimetière de talents? L'effet est puissant. Ça renverse la charge de la preuve, en fait. Exactement. Ça suggère que la cause des problèmes, l'exil, les rêves brisés, ce n'est pas les critiques, mais bien ceux qui sont au pouvoir. Et la réponse à ces questions, la source la donne. Oui, très clairement. La réponse, selon le texte, c'est que la responsabilité ne revient certainement pas à ceux qui sont partis ou qui critiquent. Non, elle peserait sur ceux qui, comme lui, Momo, ont choisi d'être les gardiens du cercueil du régime. Les gardiens du cercueil du régime. L'image est... waouh. Extrêmement violente, symboliquement. Ça suggère que le régime est déjà mort ou en train de mourir et que ses défenseurs ne font que veiller un cadavre, empêchant tout renouveau. Une complicité dans une situation vue comme funeste. C'est une image très forte qui résume la position très dure de la source. Bon, ça nous amène logiquement à la fin du texte, à son évaluation globale du personnage. Comment la source conclut ce portrait?
Elle conclut par un jugement final qui est vraiment l'aboutissement de tout ce qui précède. Et c'est d'une sévérité absolue. C'est-à-dire? D'abord, le texte lui refuse toute stature politique réelle. Il dit qu'il n'est ni un stratège, ni un penseur, ni même un idéologue. Donc on lui enlève toute épaisseur intellectuelle ou stratégique. Exactement. En écartant ces termes, la source le relègue à un rôle mineur, subalterne, purement décoratif ou exécutif, quoi. Alors comment il décrit s'il n'est rien de tout ça? Il est décrit comme un acteur secondaire qui a troqué ses convictions contre une place à la table du festin. Ah, l'accusation d'opportunisme pur. C'est limpide. Les convictions de départ, celles de l'avocat défenseur des faibles, auraient été vendues pour des privilèges, une place à la table du festin. C'est une critique morale très directe. Très personnel, oui. Et le texte ajoute qu'il récite ses fables en espérant qu'on oubliera qu'il n'a plus rien à dire. Ça renforce cette idée du discours vide dont on parlait. Une parole qui ne sert qu'à occuper l'espace, sans substance. Réciter ses fables, on revient à l'idée de la parole creuse. Et il y a d'autres images fortes pour conclure, je crois. Oui, la source termine avec une série de qualificatifs et de métaphores très négatifs, pour vraiment marquer les esprits. Il est qualifié de personnage tragico-comique. Tragico-comique. Un mélange de pitié et de moquerie. C'est ça. Et puis vient le terme emblématique du titre, bouffon d'État. Le bouffon d'État. Historiquement, c'est celui qui amuse le roi, mais qui n'a aucun pouvoir réel. Exactement. C'est une image de dérision, d'impuissance, de dépendance totale au pouvoir. C'est extrêmement réducteur dans un contexte politique. Très méprisant, oui. Et ça continue. Il est dépeint comme condamné à applaudir pendant que le navire coule. L'image du Titanic presque. Participer à la fête alors que la catastrophe arrive. Aveuglement ou cynisme selon l'interprétation. Et la touche finale, peut-être la plus cruelle, il serait persuadé de diriger l'orchestre alors qu'il n'est même pas maître du tambour. L'illusion de sa propre importance. Se croire chef d'orchestre et n'être même pas capable de tenir le rythme le plus simple. Voilà, c'est une disqualification totale, pas seulement de ses actions, mais même de sa propre perception de son rôle. Une critique dévastatrice. Waouh, le portrait est complet et construit pour aboutir à cette image finale. Si on essaye de résumer, alors ce que ce document nous dit, en restant bien sur les termes de la source uniquement. En se basant strictement sur ce texte, on a le récit d'une trajectoire politique vue comme une chute, une déchéance. D'accord. Parti d'une posture critique, Jean de Dieu Momo aurait fait un virage complet pour devenir un soutien zélé d'un pouvoir que la source juge sur le déclin et néfaste. Ce soutien passerait par une rhétorique jugée creuse, pleine d'images déconnectées pour masquer les problèmes et attaquer les critiques, diaspora, opposants et même le peuple. Oui. Au final, le rôle que lui attribue ce texte, c'est pas celui d'un politique influent, mais plutôt d'un simple faire-valoir, d'un bouffon au service d'un régime à bout de souffle, une figure tragico-comique, déconnectée, C'est un réquisitoire, clairement. implacable, construit méthodiquement par ce document spécifique. Merci pour cette analyse très claire de la construction de ce portrait. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi c'est pertinent de décortiquer un texte comme ça, aussi critique, aussi orienté? Qu'est-ce que ça nous apprend au-delà de ce cas précis? C'est une excellente question. Analyser un tel document, même s'il est très à charge, c'est très instructif, pour plusieurs raisons en fait. Oui, D'abord, ça nous donne un cas d'étude sur la communication politique, et surtout sur la rhétorique de la critique. On voit comment un auteur utilise le langage, les métaphores, gardien du cercueil, bouffon d'État, la structure narrative, l'avant-après, la sélection d'exemples, pour construire un argumentaire et disqualifier quelqu'un. Comprendre ça, ça nous aide à lire tous les discours politiques avec plus de recul. que ce soit des critiques ou des éloges d'ailleurs. Exactement. Ensuite, ça nous éclaire sur les dynamiques perçues dans un contexte politique donné, ici tel que vu par l'auteur. Comment les parcours sont interprétés? Trahison, soumission? Quelles sont les lignes de fracture? Pouvoir contre opposition, régime contre peuple, diaspora? Quelles accusations sont lancées? Opportunisme, discours vide? Ça révèle les tensions, les jugements de valeur qui structurent le débat tel qu'il est présenté ici. Même si c'est une vision partielle, ça dit quelque chose du débat lui-même. Voilà. Et enfin, et c'est peut-être le plus important pour ceux qui nous écoutent, ça développe notre esprit critique. En démontant la mécanique de ce portrait, on apprend à ne pas tout prendre au pied de la lettre, à repérer les stratégies, les sous-entendus, les jugements. On devient plus capable de questionner, de chercher d'autres points de vue, de se forger sa propre opinion. Une compétence essentielle aujourd'hui avec le flot d'informations et d'opinions. Absolument crucial.
Tout à fait. Apprendre à lire entre les lignes, voir comment une image est construite, c'est fondamental. Et pour terminer notre exploration, une petite question pour la route qui va un peu au-delà de notre analyse directe. Allons-y. Le texte qualifie Jean de Dieu Momo de bouffon d'État. C'est une étiquette très très forte. Alors, au-delà du jugement sur cette personne dans ce texte précis, on pourrait se demander si ce genre de qualification devenait fréquent dans le débat public, pour parler des politiques, qu'est-ce que ça dirait de l'état du dialogue politique lui-même ? Bonne question. Est-ce que ce serait juste une critique plus dure ou est-ce que ça pourrait être le symptôme d'autre chose, d'une perte de confiance plus profonde, d'une désillusion où les acteurs politiques ne seraient même plus pris au sérieux, mais juste réduits à des caricatures ? Une question qui laisse à réfléchir sur la santé du débat démocratique, en effet. Voilà, une question ouverte. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette analyse. Merci à vous.